on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait une compétition parce que les frères musulmans étaient très discrets. Évidemment, ils ne se disaient pas frères musulmans. Et ils influençaient, et eux avaient tendance plutôt à rassembler, à essayer de rassembler toutes les tendances sous leurs influences. Donc ils ne se montraient pas, et ils ne montraient pas d'hostilité vis-à-vis des wahhabistes. Par contre, le wahhabisme, qui était plutôt un salafisme pur et dur, où là, si vous voulez, il fallait pratiquer un islam intégral très rapidement, là où justement les frères musulmans étaient beaucoup plus stratèges, plus intelligents, et ont très vite compris qu'il fallait utiliser le contexte dans lequel ils prospéraient pour essayer justement d'influencer. Et donc ça pouvait aussi bien passer par les mosquées, mais aussi dans au sein des universités, par les partis politiques, les associations, le monde associatif, etc. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Vous êtes bientôt 550 000 à nous suivre, donc c'est encore, on vous remercie toutes les semaines. Mais c'est vrai que de voir que le nombre d'abonnés augmente, eh bien, ça nous réjouit au plus profondément. Donc on est vraiment, vraiment ravis. On vous remercie de cette fidélité et de cette attention que vous portez à nos programmes. Nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, on va parler islamisme et frères musulmans. Je reçois Fadila Maroufi. Fadila, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anthropologue, militante laïque belge, et vous avez fondé en 2020 l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, où figure en particulier Florence Bergot-Blacker, qui est chercheure au CNRS et que nous avons reçu déjà chez Omerta, qui en est d'ailleurs la directrice du conseil scientifique. D'abord, pour nos auditeurs, si certains sont au courant de ces problématiques, mais pour rappeler, pour être très précis, expliquez-nous les racines de l'idéologie des frères musulmans, une idéologie assez ancienne, même si ça fait assez peu de temps qu'on en parle. Oui, alors tout d'abord, l'Observatoire européen des fondamentalismes, nous l'avons confondé avec Florence Bergot-Blacker. Alors, c'est vrai que la confrérie des frères musulmans a commencé en Égypte, est née en Égypte en 1928 par Hassan el-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan. Saïd Ramadan, en fait, le père de Tariq Ramadan et d'Hani Ramadan, a dû fuir l'Égypte parce qu'ils étaient pourchassés dans les années 50-60 par le régime égyptien, et donc ils sont venus s'installer en Suisse. Au niveau européen, je dirais qu'à partir des années 60, on a eu les frères musulmans qui sont arrivés pour venir étudier, parce qu'ils étaient pourchassés évidemment dans les pays arabo-musulmans. Et petit à petit, comme ils voyaient bien qu'ils ne pouvaient plus retourner, ils se sont dit, on va s'installer en Europe, mais on va faire de cette terre de mécréance, terre de contrat, le temps qu'on arrive à en faire une terre d'islam, puisqu'il leur est interdit, évidemment, pour les musulmans de rester en terre de mécréance. Il faut qu'ils refassent ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire un retour en terre d'islam pour vivre totalement leur religion. La confrérie des frères musulmans est née parce qu'il y a eu, évidemment, l'Empire ottoman qui a commencé à décliner, et il fallait, évidemment, revitaliser, refaire revenir l'islam, c'est une tentative de revanche contre l'Occident, qui est évidemment tous des pays qui sont venus, quelque part entre guillemets, venir coloniser les pays arabo-musulmans. Mais même là, je pense qu'historiquement, il faut quand même revenir et remettre aussi le contexte de pourquoi il y a eu cette colonisation, notamment dans le nord de l'Afrique, parce qu'on sait aussi que les pays arabo-musulmans et le nord de l'Afrique ont été des vendeurs d'esclaves. Et qu'il y a eu pas mal d'attaques vis-à-vis au niveau du bassin méditerranéen, au niveau Europe, c'est-à-dire Italie, Espagne, France, etc. Et qu'à un moment donné, évidemment, ces pays qui étaient systématiquement, dont les bateaux étaient attaqués, les bateaux de commerce, etc., par ce qu'on appelait les barbaresques, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ça suffit, il va falloir essayer de contenir tout ça. Et c'est d'où l'intervention française. D'où l'intervention française en Algérie, d'où la colonisation, voilà. Et donc, mais tout ça, évidemment, au niveau historique, on a un peu balayé pour
enjoliver en fait l'histoire, refaire une nouvelle narration, mais ça on en reviendra un peu plus tard. Mais pour revenir aux frères musulmans, cette confrérie, évidemment, tous ces jeunes ont dû fuir, toutes ces personnalités ont dû fuir certains pays parce qu'ils étaient pourchassés. De la domination de l'idéologie, en fait, l'autre pendant du monde arabe, c'est-à-dire le nationalisme laïque, oui, les dictatures, oui, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, où ils voyaient évidemment d'un mauvais œil les frères musulmans, puisqu'ils avaient compris, les pays arabo-musulmans en fait ont très bien compris le jeu des frères musulmans, même si par la suite on a pu voir des alliances en Arabie Saoudite et dans d'autres pays, mais ils ont très vite compris que ça allait être plus un problème que finalement un apport pour eux. Et c'est pour ça que nous avons actuellement que l'Arabie Saoudite et que d'autres pays se mobilisent contre les frères musulmans, parce qu'ils ont très bien compris qu'ils étaient montés en puissance et qu'on les voit d'ailleurs monter en puissance en Europe et qu'ils prospèrent d'ailleurs en Occident, plus que dans ces pays-là. Alors c'est très intéressant parce que pendant des décennies, on peut se poser la question, la classe politique française, les médias ont totalement ignoré le phénomène. J'ai l'impression que les frères musulmans, moi allant régulièrement depuis 20 ans au Moyen-Orient, je suis un peu au courant, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a encore une partie de la classe politique française qui ne connaît rien et qui ignore totalement leurs actions. Alors ils en entendent parler puisque il y a quand même des gens qui ont mis le focus, mais pourquoi avoir pris si tardivement conscience de cette menace? Alors pour différentes raisons. D'abord, la première, c'est qu'on a eu une vague d'immigration du nord de l'Afrique, que ce soit en France ou en Belgique, où les gens sont venus travailler. Et je pense qu'au départ, en tout cas pour ce qui concerne la Belgique, parce que bon, c'est vrai que la France, les relations France-Algérie est assez particulière par rapport aux Marocains qui sont venus travailler en Belgique. En Belgique, il y a eu ces accords pour que les gens puissent venir travailler, mais c'était des accords qui étaient pour un laps de temps. Les gens qui venaient, dans leur esprit, ils allaient y retourner. Moi, mes grands-parents, je suis née d'une famille de troisième génération, issue de troisième génération de famille marocaine du nord du Maroc. Il y avait du Rif, de Nador, plus précisément, une ville qui se trouve à côté de l'enclave espagnole, Ceuta. Et en fait, l'idée, c'était de venir travailler, de faire des économies, puis de repartir au pays. Mais il s'avère qu'après qu'il y a eu les deuxième, troisième générations qui sont nées en Belgique, évidemment, on se sentait plus belge que marocain. Et en même temps, quand on retournait au pays, on n'était pas considérés non plus comme des Marocains. Et ça, il faut aussi le savoir, c'est que les personnes nées en Europe, au retour, on était considérés comme des étrangers. Et en même temps, on n'avait pas totalement notre place en Belgique, pas parce qu'il y avait un rejet des Belges, mais parce qu'il y avait toujours cette idée de retour des anciens. Et à côté de ça, on avait tous ces mouvements, c'est-à-dire on avait le wahhabisme qui avait compris que là, il y avait une communauté des enfants qu'il fallait réislamiser, puisque l'islam de l'Arabie Saoudite n'est pas la même que celle du nord de l'Afrique, qui est plutôt de malikite, tendance malikite, et puis l'Arabie Saoudite wahhabite. Et il y a eu l'avènement aussi, cet événement en 1979 en Iran. Vous avez l'ayatollah Khomeini avec l'aide de la gauche qui est arrivé au pouvoir. République islamique, la première. Tout à fait. Et chiite. Et les Saoudiens se sont dit, il a quand même une couverture médiatique assez importante, il risque d'influencer. Il a pris le leadership dans le monde arabe. Exactement. Aussi. Et on voit aussi qu'en Europe, les musulmans se sont dit, tiens, ça c'est un homme fort, c'est quelqu'un qui s'impose. Et donc les Saoudiens, il y avait une compétition entre les Saoudiens et l'Iran. Et donc, cette compétition a fait que les Saoudiens ont beaucoup investi en Europe pour réislamiser cette population au wahhabisme. Et c'est comme ça qu'on a pu voir, évidemment, des mosquées fleurir un peu partout, des ouvrages wahhabistes qui étaient offerts un peu partout. Et donc, moi, je me souviens qu'à partir de la deuxième génération, on voyait bien tous ces enfants, dont moi-même j'ai fait partie, une grosse majorité étaient réislamisés dans ces mosquées, puisque les familles se disaient, oui, puisqu'il faut retourner, il ne faut pas que nos enfants oublient leur religion, donc on va les mettre à la mosquée, puisque la mosquée offre et permet de leur faire étudier l'islam, le Coran, et comme nous sommes illettrés, on va les envoyer dans les mosquées, en sachant que les mercredis après-midi, après l'école, et les week-ends, ça permettait d'abord aux familles, aux femmes de pouvoir continuer à travailler chez elles, aux hommes de s'occuper, et de mettre leurs enfants dans ces lieux qui prennent en charge totalement les enfants, donc cette jeunesse. Et c'est comme ça qu'on avait cette jeunesse qui était réislamisée au wahhabisme, qui est un islam fondamentaliste. Oui. C'est pas parce qu'ils luttent contre les frères musulmans qu'ils n'ont pas le même objectif final. D'autant que, vous nous expliquez, donc vous êtes originaire du Rif marocain,
Molenbeek, c'est essentiellement peuplé de gens qui viennent de là-bas. Les frères Abdeslam, tous les auteurs des attentats du Bataclan, attentats de Bruxelles, toute cette cellule, c'est des gens quand même qui sont imprégnés d'idéologie daéchienne, donc wahhabite. On n'est pas dans les frères musulmans. Les frères musulmans ont quand même une approche un peu plus légaliste, non? Tout à fait. Alors, pour expliquer un peu, parce que Molenbeek, en fait, tout le monde parle de Molenbeek comme si c'était la seule qui a toujours été. Mais en réalité, Bruxelles, la région bruxelloise est composée de 19 communes, si vous voulez, mairies. Ouais. Et parmi ces 19 mairies, vous aviez d'autres, c'est ce qu'on appelle en Belgique en réalité le croissant pauvre. On l'appelle comme ça, mais c'est pas si pauvre que ça. Mais d'une manière officielle, c'est pauvre, dans le sens où vous avez une population socialement et économiquement défavorisée, qui dépend un peu de l'équivalence du SMIC. Mais en réalité, vous avez Molenbeek, vous avez Anderlecht, vous avez Forêt d'ailleurs. Et comme la région bruxelloise est très petite, donc on peut passer très facilement d'une commune à une autre. C'est pas comme en France où vous avez les banlieues qui sont à l'extérieur de Paris. Et ici, on peut se côtoyer, on peut passer d'une commune à une autre, etc. aussi facilement. Ça concerne aussi bien Molenbeek, Forêt, Schaerbeek, Saint-Gilles, et d'autres communes encore bruxelloises, et ça s'est agrandi avec les années, après les années 90 et 2000 surtout. Donc ça ne concerne pas que Molenbeek, ça vient de partout. La différence, c'est qu'à Molenbeek, le maire de l'époque, le bourgmestre, qui était M. Moureau, a été très malin, et donc il cherchait le vote des musulmans, puisque évidemment on avait de plus en plus de musulmans qui s'installaient, qui prenaient la nationalité belge, et ça c'est une volonté de la gauche. La gauche a très vite compris en fait que le vote des étrangers était important, donc ils se sont empressés de permettre à toutes ces populations d'obtenir la nationalité belge et de pouvoir voter évidemment. Et comme il y a énormément de personnes d'origine étrangère, notamment marocaines, mais aussi turques, puisque les grosses populations, c'est marocains et turcs. Une population qui est favorable évidemment à Erdogan, et très conservatrice aussi, mais très discrète. Et de l'autre côté, vous aviez cette population marocaine du Rif, qui est essentielle, qui est en réalité une très grosse part de la population marocaine en Belgique, et qui sont très influents. Alors la population, si vous voulez, la deuxième, troisième génération ont commencé à être influencée par les wahhabites, mais aussi par les frères musulmans. Il y a une compétition des deux. Alors, on peut pas vraiment dire qu'il y avait une compétition, parce que les frères musulmans étaient très discrets. Évidemment, ils ne se disaient pas frères musulmans. Et ils influençaient, et eux avaient tendance plutôt à essayer de rassembler toutes les tendances sous leurs influences. Donc ils ne se montraient pas, et ils ne montraient pas d'hostilité vis-à-vis des wahhabistes. Par contre, le wahhabisme, qui était plutôt un salafisme pur et dur, où là, si vous voulez, il fallait pratiquer un islam intégral très rapidement, là où justement les frères musulmans étaient beaucoup plus stratèges, plus intelligents, et ont très vite compris qu'il fallait utiliser le contexte dans lequel ils prospéraient pour essayer justement d'influencer. Et donc ça pouvait aussi bien passer par les mosquées, mais aussi au sein des universités, par les partis politiques, les associations, le monde associatif, etc. La gauche, qui était en majorité et qui avait le pouvoir en fait à Bruxelles, a permis à ce que les frères musulmans, a permis à ce que ce communautarisme puisse grossir, leur a donné accès au monde associatif, puisque le monde associatif permettait d'influencer les populations, et donc le vote aussi. Donc ils ont mis le Parti socialiste a mis beaucoup de moyens dans des associations, et continue encore de le faire. Et évidemment, les frères musulmans ont compris, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à influencer de l'intérieur et à grandir leur influence auprès de cette jeunesse qui était en recherche finalement d'une image. Et cette image, ils ont pu le trouver dans les années 90 à travers l'image de Tarek Ramadan, qui était fort présent dans les universités. On lui donnait beaucoup la parole. On lui donnait aussi la parole dans nos médias belges francophones, comme la RTBF, qui était il était charismatique. Il était charismatique, il savait parler. Pour les musulmans, évidemment, qui recherchaient quelqu'un qui avait le verbe, qui avait une belle image, qui présentait bien, et pour une fois, qui ne montrait pas
une personne avec un accent maghrébin, mais qui était plutôt cultivée, donc il y avait une certaine fierté. Et je pense que tout le monde, réellement, à ce moment-là, cette jeunesse, rêvait d'un islam moderne, qui était en concordance avec la vie en Europe. Et il s'avère que lui a fait beaucoup croire, en fait, à cette jeunesse qu'il voulait un islam réformateur. Et dans la tête des jeunes, la réforme, c'était un islam moderne. Donc on s'imaginait évidemment que ce soit moderne où les femmes pouvaient aller à l'école, pouvaient enlever le voile, etc. Donc c'était vraiment, je pense que c'était l'idée que les jeunes avaient, c'était une modernité de l'islam qui correspondait un peu à la vie en Europe, comme monsieur et madame tout le monde. Une sorte d'adaptation. C'est un peu ce qu'on avait vendu avec Erdogan quand il est arrivé au pouvoir aussi. Oui, tout à fait. Modéré. Exactement, moderne, etc. Sauf qu'en réalité, ce n'était pas du tout cette réforme-là que lui prévoyait. Quand on le lisait, on pouvait le comprendre. Moi, étant jeune... Vous l'aviez décelé très jeune, ça ? Très jeune, non. À partir de quand vous avez compris Vraiment, avait... c'est quand j'ai commencé à entendre qu'on remettait en question Tarek Ramadan en disant qu'il avait un double discours. Je me suis dit, je vais quand même aller lire son livre, parce qu'en réalité, je n'avais jamais lu ses ouvrages. Et je pensais, comme tout le monde, que c'était un homme moderne, qui voulait vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et c'est vers l'âge de 19 ans, je me suis dit, je vais quand même lire son ouvrage. Et quand j'ai lu ce qu'il entendait par réforme, et qu'il disait revenir aux pieux anciens, que là, je me suis dit, mais en fait, il ne veut pas moderniser, en fait, il veut revenir la tradition, au le précepte, salafisme, quoi. Exactement. Et là, je me suis dit, bon, là, on a un réel souci. J'avais dans ma bibliothèque, et ça, je m'en suis rendu compte encore un peu plus tard, que j'avais un livre sur les femmes de Annie Ramadan, que je ne connaissais absolument pas. C'est beaucoup plus tard, je crois que je devais avoir 28, 30 ans, quand j'ai compris que c'était le frère de Tarek Ramadan et que c'était vraiment un fondamentalisme, une vision de la femme vraiment fondamentaliste. C'est ce qu'on appelle alors, très communément la taquilla, en fait, la dissimulation ou la manière... C'est la ruse. En réalité, c'est plus de la ruse de leur part. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ne mentent pas, qu'ils sont dans la ruse et qu'à partir du moment... ce qui compte, c'est d'arriver à leur objectif. Voilà. Ce qui compte, c'est l'objectif final. Donc si, au départ, il faut montrer une certaine souplesse, d'ailleurs, elles le disent, à un moment donné, quand j'ai infiltré les femmes musulmanes dans les mosquées, ils disent, oui, il faut le faire, il faut être dans la douceur. Il faut arriver avec la douceur. Il ne faut pas être brutal, c'est avec le sourire. D'ailleurs, j'étais assez marquée parfois... parce que aussi bien, ils sont dans la douceur quand ils sont à l'université, dans les associations, quand ils parlent avec le sourire, ils ont l'air tellement gentils, ils vous offrent des gâteaux, on vous accepte tel que vous êtes, on vous dit, c'est pas grave si vous êtes sans voile. Puis il ne faut pas non plus jeter la pierre sur les femmes qui sont non voilées, au contraire, il faut les accepter, etc. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a toute une stratégie où on vous amène en douceur justement à porter le voile. C'est-à-dire qu'on ne vous le dit pas d'emblée. Bien sûr que vous pouvez venir sans voile, mais on va vous rappeler d'une manière subtile, à chaque fois, à petite dose, comme une espèce de drogue qu'on vous injecte à petite dose. On vous dit, écoutez, il y a quand même l'appel à la prière, donc ce serait bien quand même de mettre le voile par respect. Vous savez, c'est pas pour nous, mais c'est par respect pour Allah, etc. Donc progressivement, ils amènent à une application, finalement, il y a une pratique rigoriste. Et ils créent un cadre, une communauté accueillante. Ils créent un cadre, elles sont souriantes. On vous dit aussi qu'avec le sourire, que bientôt, il y aura nos ennemis, nos futurs ennemis, c'est les juifs qu'il va falloir égorger et les homosexuels, mais tout ça avec le sourire. Donc dans votre cerveau, en fait, il se passe un truc que vous ne savez plus du tout, vous êtes complètement déconcerté parce que vous avez cette personne qui est toute gentille, toute douce, tout ce que vous voulez de bienveillance, et de l'autre côté, le discours est tellement horrible. Et on ne se rend pas finalement compte très rapidement, il y a vraiment une dissonance, donc on ne peut pas vraiment réagir. Notre cerveau est un peu pris là-dedans. Et donc pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ça ou qui ne sont pas capables de prendre ensuite une certaine distance pour réfléchir à tout ça, eh bien ils ne se rendent pas compte et finalement ils finissent par se radicaliser petit à petit. Quand vous êtes là avec un projet de... Moi, évidemment, c'était dans un cadre d'un master en anthropologie. Donc après ça, j'avais mis aussi le cadre où j'avais pris une psychologue avec qui je discutais pour évidemment prendre de la distance, parce que le côté affectif est très rapidement là. La relation affective se joue. Vous ne pouvez pas rentrer dans un lieu comme celui-là juste avec un objectif et un cadre scientifique. Parce que si vous voulez, ils vous ferment les portes. Ils sont très malins. Si vous venez avec un objectif de recherche, ils ont très bien compris que... Donc vous avez fait comment ? Alors, j'ai fait croire
je les ai laissés faire croire, parce que moi, je ne l'ai pas fait d'emblée, j'ai joué leur jeu. Pour tout vous raconter, c'est que je me suis rendu compte qu'étant jeune, petite, j'avais eu un professeur frère musulman. Je me suis toujours demandé, tiens, je comprends leur double discours, j'ai leur langage, etc. Et j'ai compris après pourquoi. J'ai compris que moi-même, j'avais été nourrie à ça. Et évidemment qu'en grandissant, moi, je ne voulais pas, donc j'ai absolument rejeté tout le côté fondamentaliste. Mais néanmoins, ça m'a permis de comprendre et de percevoir très rapidement quand quelqu'un est frériste ou affilié au frère musulman. Parce que vous avez cette culture et que vous avez à un moment pratiqué cette religion. Exactement, parce que toute mon enfance, vous êtes en fait, je suis de famille musulmane. Bien sûr, donc, vous avez été baigné dans je suis baigné là-dedans. J'ai baigné dans ce double discours aussi. Puis j'ai eu un professeur qui a été dans l'école publique, parce que chez nous, à l'école publique, les cours de religion sont dispensés. Et donc, chaque enfant allait dans un cours de religion. De sa religion. Après, il y avait aussi la morale laïque. Donc, les personnes pouvaient aussi choisir de ne pas suivre un cours de religion. Pouvaient aller dans un cours de morale, mais très peu d'enfants y allaient en réalité. Et donc moi j'ai eu un professeur toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans à l'école primaire, j'ai eu ce cours de religion islamique avec un frère musulman. Ce qui fait que plus tard j'ai compris aussi le discours, pourquoi il tenait tel discours. Parce que moi je le trouvais ouvert d'esprit, puisqu'il nous disait, mais vous savez, vous êtes belge. Et nous, évidemment, qui étions en recherche d'identité, c'était important qu'on puisse se rattacher quelque part, puisque finalement, on n'était ni marocain, réellement marocain, ni belge. Quand on allait au Maroc, on était rejeté. Et en Belgique, on nous disait clairement qu'on était marocain, qu'on était musulman, etc. Et donc là, quelqu'un qui nous disait, non, vous êtes belge. Sauf que, évidemment, plus tard, cette identité-là va être transformée par les frères musulmans. On dit, vous êtes musulmans avant tout. Et c'est pour ça qu'on a créé cette identité à travers les frères musulmans, cette identité musulmane avant tout. Donc ils ont amené, si vous voulez, l'idée c'était de dire, vous êtes belge et vous avez le droit de revendiquer vos religions, votre pratique. Vous avez le droit de demander des choses comme le port du voile dans les écoles, le port du voile dans le monde du travail, etc., etc. Toutes ces normes islamiques, en fait. Mais tout ça, ça a été édicté très tôt par Hassan Banna. Cette idée de pénétrer les sociétés, c'est quand même, ça fait partie de la doctrine des frères musulmans. Tout à fait. Tout est là, tout est écrit. Tout a été écrit, comme le démontre d'ailleurs Florence Bergeau-Blaclair dans son ouvrage sur le frérisme et ses réseaux. Elle a vraiment magnifiquement bien décrit et expliqué la stratégie. C'est qu'ils décrivent, et Youssef Al-Qaradawi, qui était membre des frères musulmans, avait fait un programme, et elle le raconte dans son ouvrage, sur 30 ans, où tout est expliqué. Et c'est vrai qu'il suffit de les écouter, de les lire. En réalité, ils n'ont jamais rien caché, si ce n'est leur appartenance. Mais quand on regarde les ouvrages, et quand on les connaît bien, on peut comprendre que tout ce qu'ils ont dit s'est produit exactement de la même manière, que tout a été dit, tout a été exécuté. Alors, en Europe, nos politiques, au départ, ils étaient... c'est pas qu'ils étaient... S'il n'y avait pas d'alliance proprement dit, c'est-à-dire qu'ils s'imaginaient qu'ils étaient plus malins, que finalement, que ces jeunes et ces personnes, une fois qu'ils auraient un métier, qu'ils auraient goûté au goût du pouvoir, à l'argent, etc., que finalement, il n'y aurait plus de problème avec eux. Et je pense qu'il y avait vraiment une certaine naïveté et qu'ils ne comprenaient pas vraiment, ils n'ont jamais voulu vraiment comprendre ce qu'était réellement l'islam, comment ça fonctionnait, comment fonctionnait aussi le monde du nord de l'Afrique. Déjà, ils ne savaient même pas faire la différence entre un berbère et un arabe. Pour eux, tout le monde était... Oui, bien sûr. Et ils ont d'ailleurs ils ont proposé des cours d'arabe à des berbères dans les classes, pour justement... Parce que l'idée, encore une fois, au départ, c'était le retour vers le pays. Sauf que cette jeunesse-là était berbère et n'était pas du tout arabe. Et donc, finalement, ils ont facilité la radicalisation, parce qu'apprendre l'arabe, c'est aider à la radicalisation dans les écoles. Bien sûr. On va rester un petit peu sur ces concepts. Est-ce que, donc on évoquait la période de 2015, mais on peut dire qu'elle a commencé à l'avènement du califat de Daesh et même avant. Est-ce que finalement la confrontation de l'Europe de façon extrêmement sanglante avec ce type d'islam radical issu du wahhabisme n'a-t-il pas finalement permis aux frères musulmans de prospérer sans être inquiétés? C'est-à-dire, comme on avait cet ennemi en face, dans nos cités, dans nos pays. Et d'ailleurs, vous évoquiez la question sociale, mais qui est
pas du tout, en fait. Je me souviens d'une citation d'Abdelhamid Abaoud, le chef du commando du Bataclan, qui venait de Molenbeek, qui n'était pas du tout un pauvre, dont le père avait plusieurs magasins, et il expliquait que son père avait fait son exil économique en venant s'installer au Maroc, et lui prêchait pour ses frères de faire leur exil spirituel en allant rejoindre Daesh. Mais là, on était dans une forme, il faut éliminer les koufars. Mais avant d'arriver là, je pense qu'il est important aussi de dire, c'est qu'il y a l'économie souterraine, c'est-à-dire que vous avez tout ce qui est trafic de drogue, armement, etc. Et ça a beaucoup nourri les populations, évidemment. La poudre et le tapis, Rifs, comme on dit. les berbères qui venaient du Nord et dont je suis issu, a beaucoup fait le commerce de la drogue, du hashish, etc. Et donc, quand vous aviez des personnes qui ont ouvert plusieurs magasins, etc., il faut se dire que d'où vient cet argent-là? Mais il vient de là aussi. Ça permettait aussi de blanchir, on va dire, l'argent. À côté de ça, ce qui était aussi important de dire, c'est qu'il y avait une violence, pour moi, qui peut aussi expliquer le radicalisme. C'est la violence, c'est cette violence qui était intrafamiliale. C'est-à-dire que dans ces communautés-là, il y avait de la violence qui était produite sur les enfants, sur les femmes, etc. Et qu'on est passé à côté de ça. Et que ce qui peut aussi permettre d'expliquer une partie de cette violence par la suite de ces jeunes qui sont partis en Syrie et qui se sont radicalisés, qui sont d'abord tombés dans le grand banditisme, et puis ensuite certains ont basculé dans le fondamentalisme islamique, parce que tant que vous faites quelque chose pour l'islam, vous pouvez vous laver de tout péché. Et quand vous avez des jeunes qui ont trempé dans la drogue, dans le trafic d'armes, etc., mais quelque part, si vous le faites pour le religieux, ça vous lave de tout. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se repentir là-dedans. Et notamment le martyr, mourir en martyr, ça permet d'avoir accès non seulement au paradis pour eux-mêmes, mais aussi pour tout le reste de la famille. Donc, et c'est vrai que la violence fait que beaucoup de jeunes ont des problèmes psychiques, dans le sens où, alors je ne dis pas, c'est pas parce que vous avez une maladie psychique que vous êtes atteint, on va dire que vous avez ces difficultés-là, que vous n'êtes pas conscient de vos actes et que vous n'êtes pas... Bien sûr. Ça n'enlève pas du tout la responsabilité. Mais ça explique pourquoi est-ce que ces jeunes, finalement, pour beaucoup, sont partis en Syrie pour faire le djihad et ont basculé dans ce radicalisme-là, plutôt bras armés. Parce que chez les frères musulmans, vous avez aussi ces deux tendances. Vous avez évidemment le côté intellectuel, où on préfère évidemment passer par, entre guillemets, la paix. Mais vous avez le côté djihadiste. Ayman al-Zawahiri. Saïd Qutb, c'est lui qui a théorisé ça. Al-Qaïda. Et donc, ils ne sont pas contre les... Mais si on peut éviter la guerre, autant passer par la voie démocratique. Après, évidemment, s'il y a des résistances, il faut prendre les armes. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand il y a eu les attaques terroristes et les départs en Syrie, mais surtout quand il y a eu les attaques terroristes en France et en Belgique, là, les frères musulmans ont dit « Ah, mais nous, on peut vous aider à canaliser ces jeunes, à ce qu'ils ne repartent plus en Syrie, etc. » Et le gros danger et la facilité, c'est que nos politiques se sont dit « Ah bah tiens, nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui peuvent canaliser, ben nous allons les utiliser, nous allons leur donner les moyens. » Et finalement, tous les moyens qui ont été mis en place pour déradicaliser les jeunes, entre guillemets, ont été donnés, on a financé, nos États ont financé les frères musulmans ici même, sous couvert de déradicalisation. Alors qu'en réalité, ils radicalisent, mais c'était juste une autre stratégie. Actuellement, je crois que les sondages donnent un tiers des jeunes musulmans en France qui considèrent que la charia est supérieure à la République. J'imagine qu'en Belgique, les proportions sont à peu près similaires. L'école semble être un terreau favorable pour leur expansion. Comment est-ce qu'on peut, remédier à ça aujourd'hui? Est-ce que les profs sont suffisamment formés? Est-ce que notre laïcité n'est-elle pas finalement finalement ne leur sert-elle pas de carburant pour propager leurs idées? Alors, c'est plutôt la démocratie, nos démocraties qui leur permettent, puisqu'ils utilisent notre démocratie contre nous-mêmes, ils connaissent nos faiblesses, ils nous ont étudiés, ils ont eu plus de 40 ans. Ils ont eu largement le temps d'étudier tout le mécanisme et le fonctionnement de nos démocraties. Et en fait, grâce à la laïcité, disons que la France freine la montée. Il y a une confrontation quand même des idées, ce qui n'existe plus en Belgique, par exemple. Mais c'est vrai que
les frères musulmans sont arrivés maintenant, au bout de 40 ans, à pénétrer tous les secteurs de la société. Les attaques terroristes ont sidéré les gens. Donc on voit des professeurs qui sont terrorisés, évidemment, parce que depuis l'affaire Samuel Paty, même si les professeurs ne sont pas d'accord avec ce qui se produit, mais il y a de la crainte, il y a de la peur. L'État ne protège pas, en réalité, les professeurs. Moi, je pense que c'est... Vous pensez qu'une bonne partie des professeurs, notamment en zone, on va dire, difficile, dans les quartiers sensibles, corrigent eux-mêmes, troquent parfois des parties du programme pour ne pas justement avoir de problème? Oui, et ils le disent. Certains le disent à visage évidemment couvert parce qu'ils ont peur. Mais ils savent très bien que quand vous êtes face à tout un quartier où vous avez une population de plus de 90% de musulmans et qu'il y a une pression qui est exercée sur les autres et que du coup plus personne n'ose plus rien dire, il y a de la censure et de l'autocensure, et que ces professeurs-là se sentent menacés, se sentent en danger, et à juste titre, parce qu'il y a une réelle menace, et qu'ils l'ont bien vu, ils l'ont vécu dans leur chair et intellectuellement. Et je pense que c'est aux politiques ils auraient dû réagir très rapidement. Je pense que nos politiques n'ont pas réagi. Je dirais qu'il y a 25 ans, 30 ans, on aurait pu encore inverser la tendance parce qu'on avait encore une grande majorité de jeunes musulmans qui pouvaient ne pas être atteints par l'idéologie frériste. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, on a une plus grosse majorité de jeunes musulmans qui ne le savent pas forcément, mais qui sont frérisés, qui ont l'idéologie frériste, ils en sont maintenant les porteurs. Et ils portent cette idéologie-là. Donc, vous avez beaucoup de gens qui se disent non, qui ne sont pas frères musulmans, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont cette idéologie-là et qu'ils le véhiculent malgré eux. Quand ils parlent d'islamophobie, c'est parce qu'ils ont cette tendance frériste qu'ils le portent. Parce que c'est vraiment l'idéologie frériste en fait qui véhicule toutes ces... Donc c'est vrai que quand vous êtes dans ces quartiers-là ou dans ces banlieues-là, pour des professeurs, c'est impossible de faire autrement. Ils ne sont pas soutenus par la direction n'est pas soutenue par leur hiérarchie, etc. Et donc finalement, on préfère se taire, on préfère ne pas avoir de vagues. On a bien vu avec ce directeur, à partir du moment où il avait pris position, il a été mis sous protection policière, il a dû quitter son établissement, il n'a pas été protégé. Depuis plusieurs années, on entend parler du concept d'islamo-gauchisme. Le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui réfute ce terme. Comment expliquez-vous l'évolution de Mélenchon, qui est quand même au départ un laïcard forcené, bouffeur de curé devant l'Éternel, et qui aujourd'hui semble ne pas voir, en tout cas. C'est plus, je trouve que quand on écoute Manuel Bompard ou quand on écoute Mathilde Panot sur ces questions-là, on a l'impression que ça n'existe pas. Et ma question, LFI est-il un vecteur aujourd'hui en France, justement, pour les frères musulmans, servent-ils d'idiots utiles à la prolifération de cette idéologie? Mais complètement. Après, je pense qu'ils étaient idiots utiles au départ, mais que maintenant, on peut parler de collaboration. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que pour eux, l'important, c'est le vote des musulmans. C'est le clientélisme. C'est le clientélisme le plus absurde. Il y a une condescendance mais incroyable parce qu'ils s'imaginent que tous les musulmans vont voter pour des personnalités musulmanes. Et dans certains quartiers, ça peut fonctionner parce qu'il y a une pression, parce que dans certaines mosquées, évidemment, comme on l'a fait en Belgique, nous, on est beaucoup plus en avance sur vous, sur ces questions-là. Et on voit bien comment ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des élus qui vont dans des mosquées pour parler de leur programme, pour promettre des choses, permettre aussi d'obtenir une plus grande salle ou la construction de mosquées, d'obtenir des terrains à 1 euro symbolique, par exemple. D'augmenter leurs espaces et de leur permettre, du coup, évidemment, de propager leur idéologie. Et les filles sont complètement dans cette logique-là. Ils invitent des personnes qui sont fréristes et qui sont même frères musulmans pour certains, au sein même de leur parti politique. Je pense que maintenant, ils le savent. On ne peut plus dire qu'ils ne le savent plus. Et ça, on l'a bien vu. Je pense que ça a été plus flagrant depuis le 7 octobre 2023, où ils ont clairement pris des positions pro-palestiniennes, mais je dirais même plutôt pro-Hamas, pro certains régimes, le régime algérien, quand on a vu avec Rima Hassan ses positions, Qu'est-ce Thomas Porte, etc. Rima Hassan,
moi je l'ai écouté plusieurs fois, même elle est passée chez nos confrères de Thinkerview récemment, 2h30 d'enregistrement. On a compris que sa spécialité c'était pas l'énergie nucléaire par exemple ou des choses comme ça, mais on ne peut pas lui retirer une certaine sincérité dans son combat. Maintenant, 80% des tweets de Rima Hassan, députée européenne, concernent Gaza. C'est un personnage un peu à part, non ? Vous ne trouvez pas ? Ouais, je pense que c'est un personnage qui sert surtout d'abord ses propres intérêts, et puis les intérêts des régimes on sait très bien qu'il y a des régimes qui graissent la patte de certaines personnalités ici, et je pense qu'elle en fait partie. Ça va peut-être me valoir quelques procès encore en plus. Non, mais elle ramène systématiquement... on voit bien que tout son discours va toujours... c'est jamais les intérêts de la France qu'elle défend. C'est l'anticolonialisme. C'est complètement, c'est systématiquement les discours qu'elle amène et les sujets qu'elle apporte, ça concerne toujours des problèmes qui sont de l'étranger, que ce soit comme Gaza, le conflit Israël-Palestine, que ce soit pour la Syrie, Bachar el-Assad à un moment donné, que ce soit l'Algérie au niveau pro-Algérie. FLN. Elle rencontre des personnalités qui sont pour moi des personnalités terroristes, que ce soit des membres du Hamas ou autres. Donc clairement, moi, là, ce qui m'étonne, et je pense que c'est là où, si on veut vraiment avoir un impact, c'est de faire des levées d'immunité, parce que je pense que c'est des gens qu'il faut poursuivre. Il y a de quoi poursuivre ces personnalités-là, parce qu'ils ont tenu des propos antisémites, ils ont collaboré avec les ennemis de la nation. Je pense qu'ils sont poursuivables, mais pour ça encore, faut-il s'armer au niveau juridique. Et pour ça, je pense qu'il y a l'immunité parlementaire qu'il faudrait absolument permettre de faire sauter, parce que ces gens-là font des dégâts mais considérables et on ne s'en rend pas compte. Elle a accès à l'université, là où même des chercheurs et des professeurs d'université n'ont plus accès. C'est pas normal. Et c'est ce qui permet aussi que l'idéologie prospère et se diffuse auprès de notre jeunesse dans les universités. Récemment, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères des États, des Émirats Arabes Unis, je crois que c'est Anwar Kargash, me semble-t-il, qui a dit que les Émirats... n'enverraient plus ses étudiants exactement, en oui, tout à fait. Ça vous a choqué qu'un pays arabe, qui lutte d'ailleurs contre l'islamisme, il faut le reconnaître... Contre les frères musulmans, en tout cas. Les Émirats Arabes Unis ont pris cette tendance, considérant que maintenant l'Angleterre est une terre qui peut contaminer leurs étudiants. C'est complètement incroyable. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont cette réalité, c'est qu'ils ont très bien compris que on a laissé les portes ouvertes, on a laissé un grand boulevard aux frères musulmans, qu'ils ont diffusé largement leur idéologie, qu'ils ont des gens, des collabos au niveau politique, etc. Et donc, dans nos universités, ils ont bien vu aussi comment les universités, à partir du 7 octobre, ont été pris d'assaut par des mouvements radicaux comme Samidoun, Comité Palestine, etc., qui sont pour moi des terroristes. On leur a laissé accès. On a laissé accès à des personnalités comme Rima Hassan et comme d'autres, évidemment. Et donc, ils ont bien vu l'influence et l'impact que ça avait sur les étudiants en Europe. Et ils ne veulent évidemment pas que leurs élites, quand ils reviendront après leurs études, puissent être des gens qui vont évidemment faire rentrer les frères musulmans dans leur gouvernement, dans leur pays. Ils ont compris, ils ont vu, ils les connaissent. Là où nous restons encore très faibles et où nous essayons encore de trouver des compromissions avec des gens avec qui il ne faut certainement pas ni discuter, ni essayer de trouver des compromissions, etc. Parce qu'ils sont très forts dans la négociation, ils sont plus forts que nous, en réalité. Et on les sous-estime, on continue encore à sous-estimer. On n'a pas encore compris comment fonctionnait cette idéologie-là. Je vais revenir sur Bruxelles encore un moment. Capitale de l'Europe, vous avez un mouvement qui s'appelle le FEMISO, qui finalement regroupe un certain nombre de mouvements islamiques, qui fait de la promotion
avec une sorte on va dire, de candeur, montrant des femmes voilées, en disant tout ça c'est très cool et c'est la jeunesse du futur. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'Europe et des institutions européennes vis-à-vis de ces phénomènes ? Alors, les institutions européennes, c'est assez particulier. Moi qui vis à Bruxelles, et quand on vient à Bruxelles, les institutions européennes, c'est un monde à part. C'est-à-dire que les gens qui y travaillent sont hors sol, ils ne connaissent absolument pas ce qui se passe sur le territoire même bruxellois. Ils sont vraiment entre eux dans un périmètre, et ils font appel à des associations extérieures pour leur demander conseil sur des projets, leur proposer des financements sur des projets, etc. Alors, c'est pas vraiment conscient qu'ils proposent ce genre. C'est qu'ils vont demander à des associations extérieures, et souvent ces associations sont des associations qui sont soit influencées ou sous emprise des frères musulmans. Et évidemment, eux, ils l'ont compris, donc ils en profitent. Ces associations, comment ça se passe? C'est que ces associations-là ont reçu des subsides de l'État belge. D'abord, ce sont des associations belges ou françaises qui ont reçu des subventions de nos États. À partir du moment où ils ont reçu des financements, soit d'une mairie ou de la région, etc., ils ont ce document qu'ils peuvent montrer au niveau européen, qui peuvent dire, voilà, nous on a un projet à vous proposer. Vous voyez, nous avons déjà reçu des financements de nos États, donc nous sommes fiables, entre guillemets. L'Europe se dit, puisqu'ils sont reconnus dans cet espace-là et qu'ils ont les liens directs avec une population fragilisée, donc ils utilisent évidemment tous les termes, discrimination, travail sur le genre, nous sommes pour les LGBT, le regroupement avec les LGBT, les droits aux LGBT, etc. Ils ont très bien compris comment ça fonctionnait. Ils répondent à cette charte et ils peuvent proposer ensuite un projet. Et ici, le projet, c'était, nous allons aider ces femmes musulmanes qui sont enfermées, etc., à avoir accès à l'emploi, etc. Mais pour ça, on va leur permettre de suivre des formations avec le voile, parce que sinon, ça ne leur donnerait pas accès, etc., etc. En fait, tout le langage frériste qui permet justement d'avoir accès. Alors, le FEMISO, c'est une association européenne, mais qui regroupe tous les étudiants d'université, etc., en Europe. Et ils sont très influents. On peut Forum of European Muslim Youth and Student Organization. Exactement. Voilà. Donc on va retrouver des étudiants d'universités françaises, évidemment musulmans, belges comme l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles, qui est normalement censée être laïque et qui ne l'est plus, qui a été rebaptisée Université islamique de Bruxelles, voilà, pour plein de raisons, et je pense que c'est justifié. Et donc, tous ces jeunes, en fait, ouvrent la porte à d'autres organisations. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, une organisation comme... c'est une organisation belge qui se trouve à l'ULB, qui est l'Union des étudiants musulmans européens, qui sont situés à l'Université libre de Bruxelles. Ils peuvent louer des locaux, obtenir des locaux pour organiser des conférences. Ils vont inviter, par exemple, le CCIB, le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique. Ils vont inviter Sami Doun, ils vont inviter tous des intervenants, Rima Hassan, etc. Donc, ça leur permet de donner accès à des gens pour influencer d'autres étudiants, et notamment les antifas, l'extrême gauche, la gauche, donc tous ces groupes de jeunes étudiants qui se veulent révolutionnaires. C'est là où vous avez des alliances entre la gauche, l'extrême gauche, évidemment les islamistes. Et donc, le FEMISO va servir de relais. Et c'est pour ça que finalement, l'Union européenne ou les institutions européennes vont financer des projets de ces groupes-là, et qui sont pourtant fréristes. Et on le sait qu'ils le sont. Vous avez déclaré en mars dernier sur Europe 1, à propos des frères musulmans, ils veulent rendre la société charia compatible. Vous pensez qu'on y arrive progressivement, et qu'est-ce qui... Alors, à Bruxelles, c'est déjà le cas. La société, à Bruxelles, est déjà charia compatible. On voit bien que les gens se sont habitués. Quand on parle de charia, c'est surtout Florence Berger-Blaclair qui a théorisé ça. Mais on le voit sur le terrain, les gens sont habitués à avoir des femmes voilées, on ne se pose plus de questions, on se dit oui, ma foi, pourquoi pas. Et c'est comme ça que nous cédons. Et c'est ça le génie. Il y en a aussi en France. Oui, bien sûr. Et je pense que la France va suivre aussi, est en train de suivre, quand on voit que vous avez des cuics, etc., qui vendent du halal.
mais c'est rendre finalement ces fast-food charia compatibles. Et donc les gens vont finir par s'habituer. Prochaine étape, vous allez avoir des restaurants qui sont non musulmans, où vous allez avoir un menu halal, où vous allez avoir des gens qui ne sont pas musulmans, qui vont voir une personne qui est censée être musulman parce qu'il est typé, etc. On va lui dire, ah bah tiens, mais oui, on a du porc, là ça c'est du porc, ne mangez pas ça, etc. C'est ce qui se passe en Belgique. C'est qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, pour quelqu'un, même s'il est musulman ou non pratiquant ou un ex-musulman, quand il va dans un restaurant, on lui fait la remarque et on lui dit, ah mais attention, ça c'est du porc, ne le Et donc finalement, on rappelle à la personne qui s'est détachée, qui peut se culpabiliser ou qui peut se sentir mal à l'aise ou juger ou se dire mais enfin, mais qui ne dira rien parce que par peur. Est-ce qu'il existe chez les musulmans aujourd'hui, parce qu'on en fait souvent une généralité en les plaçant comme des cibles potentielles pour l'extrême gauche, un clientélisme, des gens qui vont voter unanimement pour LFI. Ce que je remarque, c'est qu'il y en a aujourd'hui aussi au Rassemblement national, il y en a aussi à droite. Est-ce que chez les musulmans, il y a une forme de résistance à cet entrisme des frères musulmans? Est-ce que vous avez des gens comme vous, mais pas uniquement dans les milieux universitaires, qui disent, bon, nous on veut prospérer à l'européenne, on n'a pas envie d'adhérer Il en existe, mais ils sont minoritaires, ils sont intimidés. D'abord, je pense qu'ils sont minoritaires, ils sont intimidés aussi. Parce que, évidemment, vous savez, le problème, c'est que quand on a des positions comme les miennes ou d'autres, comme Fathia Boujalad, par exemple, qui est très courageuse, c'est que vous n'êtes pas soutenu. Et on n'est pas soutenu par qui? Vous avez été menacé? Ah, mais je suis menacée de mort depuis quelques années. J'ai pas de protection. Je suis pas soutenue ni en Belgique. J'ai été blacklistée dans le nom du milieu. Vous êtes assez boycottée par les médias en Belgique aussi. En Belgique, je suis complètement boycottée, censurée par les partis politiques. Je ne peux plus travailler non plus. C'est très compliqué pour moi. Toutes les portes ont été fermées. On est blacklisté. Et en Belgique, on est arrivé à un tel point. C'est la prochaine étape pour la France. C'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez encore parler, vous avez encore une résistance. Chez nous, on ne l'a plus. On sait très bien que si on s'engage, on perd beaucoup. Quand on vient d'une famille musulmane, vous perdez la famille, le soutien familial. Ça vous est arrivé? Bien sûr, je n'ai plus du tout aucun contact avec ma famille. Vous perdez le soutien, la communauté vous tourne le dos. Ensuite, et vous avez aussi, surtout, je pense que c'est ça qui fait encore le plus mal, c'est ceux qui sont censés défendre la laïcité, qui vous tournent le dos aussi, en vous en passant pour extrême droite, pour islamophobe, etc. Et là, vous avez finalement des personnes qui sont soit des ex-musulmans ou des musulmans, qui vous disent « mais vous êtes fous, vous voyez bien qu'ils sont complètement stupides. Moi, je ne vais pas prendre le risque, tous ces risques-là, pour des gens qui ne sont pas capables de voir et qui, au contraire, même soutiennent plutôt ceux qui vont leur couper la tête, entre guillemets. Donc, finalement, ces gens-là abandonnent et se disent « mais ça ne sert à rien ». Parce que j'ai plus à y perdre qu'à y gagner, finalement. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, quelque part, s'ils veulent être idiots, ben... Oui, on ne peut pas les... Oui, bien sûr. On ne va pas les forcer à essayer d'être un peu plus intelligents. Fadila Maroufi, merci beaucoup d'être venu, d'être passé chez Omerta aujourd'hui pour nous décrypter un petit peu cette idéologie bien présente et qu'on a mis... comme je l'ai dit, vraiment beaucoup de temps avant d'identifier, quoi. J'espère vous revoir bientôt. Merci à vous. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour une autre édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.